Bonjour, bonjour. Je vais essayer de vous dire beaucoup de petites choses comme ça sur un temps très très court. Je me suis décidé assez tardivement d'enregistrer cette vidéo, vu l'heure qu'il est, près de minuit. Euh, Merci d'ailleurs pour vos partages, vos commentaires et puis vos pouces. N'oubliez pas les pouces parce que le référencement est important pour les pouces. Voilà, donc n'oubliez pas. Alors j'aimerais aborder beaucoup de petits sujets puisqu'il y a plein de sujets qui nous interpellent. En vérité, il y en a des milliers. On pourrait faire des vidéos matin, midi et soir. Sauf que je ne veux pas vous prendre la tête en m'incrustant dans vos téléphones. Alors, abonnez-vous, évidemment, si vous voulez bien. Alors j'aimerais commencer d'ailleurs par des rastons, comme on dit en langage un peu comme ça, vulgaire. Rastons, petits racistes, dont le fonds de commerce est l'étranger, et l'islam, et particulièrement, encore une fois, je suis désolé d'y revenir, mais c'est un fait, c'est l'Algérie qui est un petit peu dans toutes les bouches dégueulasses et dans tous les cerveaux malades qui font partie de l'aristocratie, n'est-ce pas, médiatique, de cette aristocratie assistée avec l'argent public. Oui, ils vivent que des deniers publics et de la haine de l'autre. Alors, il y a eu une manifestation en France le 10 septembre qui a été largement euh, euh, évitée, passée sous silence dans les médias, du moins pour ses véritables raisons, autrement dit le dégagisme du macronisme et de tout ce qui se rapporte au macronisme, et c'est tous ces gouvernements, ces faire-valoir successifs, que ce soit du Attal qui n'a aucun examen. D'ailleurs, on a su un petit peu comme ce nouveau Le Cornu qu'ils ont traficoté leur CV. Macron lui-même avait traficoté ses CV d'ailleurs en disant qu'il avait étudié avec pas mal notamment le philosophe Riquet, je crois. Donc on n'a pas trouvé de trace. Balibar aussi, le philosophe, qui a dit non, je n'ai jamais entendu parler de Macron. Bref, c'est tous des joueurs de flûte et de pipeaux. Bref, chers amis, donc c'est une gouvernance contre nature et les Français, en manifestant, ont voulu le dire, mais les médias l'ont évité parce que le là, et c'est eux qui se chargent du bourrage de crâne des Français, et ça marche évidemment. Alors, dans le même temps, il y a eu une manif aussi contre l'immigration. Alors là, ils en ont parlé dans les médias, contre l'immigration en Londres, à Londres. Alors les Anglais sont allés, ils ont été appuyés par une espèce de facho milliardaire qui s'appelle Elon Musk, qui a dit oui, si vous ne réagissez pas, vous, Anglais, vrais, blancs, etc., vous disparaîtrez. Alors, le 10 Downing Street a dénoncé cette ingérence du milliardaire Elon Musk, qui est un peu malade aussi, mentalement un peu dégénéré comme Trump. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que nous avons, qu'on le veuille ou non, deux compatriotes qui ont tout des faux Français, des Français de branche et non pas de souche. Je veux parler du maghrébin Zemmour, issu d'une famille, on va dire, de berbères algériens, entre parenthèses, Zemmour, Zommour, qui veut dire zétoun, et de la région de Zemmouri, en Algérie, dont je sais un peu quelque chose. Euh, dans la famille de Zemmour sont des truands notoires dont j'ai raconté un peu l'histoire dans d'autres vidéos. Bref, et alors l'autre Librus, l'autre Dupont ou Ducon qui était à Londres dans cette manifestation contre l'immigration, ils étaient à double titre des émigrés parce que pas français d'origine et en même temps touristes en Angleterre. Il y avait le Massiha, donc l'Égyptien. Ces deux gueules de deux tronches de cake, pour rester poli, ces deux tronches de cake sont allées soutenir ces manifestations. Alors, je vous rappelle quand même, Messiha est celui qui a organisé une cagnotte pour le policier assassin qui a tué le jeune Nahel, une cagnotte qui a rapporté près d'1 million d'euros. C'est vous dire un peu le genre de lascar qui est ce Messiha. J'ai trouvé très cocasse que ces deux arrivistes, ces deux opportunistes, avec des casiers judiciaires condamnation par la justice, etc., qui s'en vont en Angleterre nous donner des leçons donc de francité. J'ai trouvé ça assez cocasse. J'aimerais rappeler quand même à ces Anglais qui, comme beaucoup de Français, ignorent tout de leur histoire, puisqu'ils s'abreuvent de télévision un petit peu comme des bœufs qui vont dans la bauge boire et se remplir de fake news et d'autres saloperies. Rappelez quand même que ces Anglais,
lors des différentes guerres coloniales, ceux qui ont fait la guerre pour eux, comme la France, ceux qui ont fait la guerre pour la France en général, ça a été des tirailleurs indigènes, dont la majorité étaient des Algériens. La majorité écrasante des combattants pour la France, puisque les Algériens n'avaient pas le choix, étaient des Algériens. Rappelez à ces Anglais que c'était surtout des Indiens et des Pakistanais, donc des musulmans, qui faisaient la guerre pour eux. Un détail, une précision, en 1915, à Ypres, en Belgique, pas loin de la frontière française, ici, en Belgique, à Lille, eh bien, en 1915, la première fois que des gaz moutardes ont été employés, ces gaz chimiques, eh bien, ils ont gazé et ils ont assassiné et des Algériens et des Indiens qui se battaient pendant la Première Guerre mondiale pour la France et pour l'Angleterre. Il semblerait que les Anglais, ignorants, comme les Français, certains ignorants, oublié que ce sont ces gens-là qui se sont battus pour eux. Les voir aujourd'hui se faire attaquer leurs descendants ou les autres, pour dire stop à l'immigration, nous parlait un petit peu déplacé et un peu. Ça manque de tact, chers amis. Poursuivons, chers amis, dans la même veine, cette, cette espèce de Gugus qui arrive pour donner des leçons, etc., en Angleterre. Eh bien, ça a été repris dans les médias. Et dans les médias, quand ils ont dit oui, que les Anglais avaient raison de trop d'immigration, l'exemple que ces merdias ont pris, alors ils ont des soubrettes, hein, ils ont des péripatéticiennes de plateau pour parler de tout ça, eh bien, ils ont des espèces de ces petites tribus d'Amazon qui viennent pérorer à l'antenne. L'exemple qu'ils ont pris pour dire qu'il y a trop d'immigration, bien, ils ont pris comme exemple, je vous le donne en mille, l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie toujours en tête pour être mise en avant par des Christine Kelly ou des Léa Salamé. Souvenez-vous, Léa Salamé qui voulait comme ça, cette espèce d'intrigante dont le mari Glucksmann magouille et serait le préféré de certains partis du fric pour le mettre en avant. Ce Glucksmann, cet arriviste, cet importun sans importance, eh bien, sa concubine ou sa meuf, comme diraient les autres, sa meuf avait dit on vous rend les crânes d'Algériens, parce qu'elle décide de tout, hein, c'est elle qui a le droit de vie et de mort sur la mémoire algérienne. On vous rend certains crânes qui sont au musée de l'homme d'Algérien, à condition que vous y libériez la tête d'œuf, le vendu, le collabo sans salle. C'est vous dire toutes ces soubrettes qui viennent donner des leçons de partout. Alors c'est vrai que systématiquement, qu'on le veuille ou pas, d'ici, de là, c'est l'Algérie qui revient toujours un peu sur le tapis. Alors ça montre la valeur et la trace qu'a laissé l'Algérie dans toutes ses mémoires frelatées. Puisque j'ai une anecdote, il y a quelques années, je lisais dans le journal Libération un pigiste, un journaliste qui allait dans la banlieue parisienne, il interrogeait des petites Françaises d'origine maghrébine, il leur disait mais c'est les vacances, tu n'es pas parti en vacances, pourquoi? Alors la petite fille, bah je sais pas. Et le journaliste de rajouter tu n'es pas parti en Algérie? Et la petite fille dit non. Mais lui dit pourquoi? Et la petite fille lui répond parce que je suis tunisienne. C'est vous dire que dans l'inconscient collectif, ces espèces de crevures de journalistes ne voient dans l'immigration que l'Algérie quasiment partout. Ça n'a pas raté puisque le clou qui a remplacé Bérou, hein, le gouvernement apocryphe, puisqu'il n'a pas à être là, les Français n'ont pas voté pour tout ça, eh bien, le Cornu apparemment a laissé sous-entendre aussi des sous-entendus malsonnants sur l'Algérie en parlant qu'elle était irresponsable, qu'elle était agressive et quelque part, on ne parle pas de république, on parle tout le temps de régime. Ça, ils adorent le mot régime, ça veut tout dire un régime, voilà, ça veut presque dire république bananière. Mais en termes de république bananière, pardon, mais en ce moment en France, on ne peut pas dire qu'ils échappent beaucoup à ce qualificatif de république bananière. J'ai apprécié d'ailleurs aussi à cet égard Madame Hidalgo, maire de Paris, qui a demandé, c'était sur France Inter, je crois, la radio des bobos, enfin comme les autres. Vous savez, il y a la radio des bobos et la radio des fachos. Avec ça, on est mal barré. Hein. Et alors, et les fachos, bobos. Et alors, elle disait qu'il fallait quand même arrêter un peu avec l'Algérie, Madame Hidalgo. Et là, elle s'est grandie en disant ça, qu'il fallait respecter ce pays. C'était une république et qu'on n'avait pas le droit, effectivement,
de se fiche de lui et de le traiter comme on le traite. C'est assez rare pour être rappelé. D'ailleurs, c'est aussi Madame Ségolène Royal qui a rappelé aussi qu'il fallait arrêter un petit peu en se servant du fonds de commerce de l'Algérie, d'une mémoire frelatée, comme je disais, pour essayer d'attirer les foules complètement bien abruties, appauvries sur le plan du bulbe, sur le plan du cerveau, pour détourner, pour trouver un autre pôle d'attraction pour endormir l'opinion. Donc, je disais, Macron nous a remis donc un nouvel Olibrius, un nouveau Gugus, le cornu, qui va peut-être faire oublier celui qui est reparti à Pau, avec une grosse retraite, avec les sous-sous des Français. Bérou, qui va peut-être retourner à l'ombre de Bétaram, se refaire une espèce de morale, allez savoir, avec l'âge, peut-être qu'il aura quelques regrets. Bérou, on nous a amené le cornu, beaucoup plus jeune, le cornu, qui lui aussi a frelaté, a bidonné, a magouillé son curriculum vitae, autrement dit, bah, c'est comme du Bardala, quoi, c'est vite. Bon, Bardala, c'est un peu comme le fils à Sarko, il n'a même pas 2 ans de faculté, même pas 2 ans de fac, hein, parce que ces facultés, comme dirait Coluche, il les a jamais eues, ou alors il les a perdues. C'est lui que veut nous mettre le système, parce que sans faculté, sans cerveau, sans épaisseur politique et culturelle, effectivement, le Bardella, on va bien le placer quelque part, et puis avec quelques casseroles bien placées, on saura aussi le bec. Donc nous voilà partis donc avec le Cornu qui va peut-être se prendre pour Talleyrand, avec le talent d'un Talleyrand, talent rotoire qu'il n'a pas, parce qu'on ne l'a pas trop entendu. On se réjouira si Rotaillot se fait dégager dans cette affaire, c'est quand même sympa de voir Rotaillot dégagé, et de renvoyer peut-être aussi Darmanin à ses clubs échangistes. Ça lui fera peut-être pas mal aussi d'aller voir ailleurs si on y est, de dégager par la même occasion aussi les mises en examen, parce que tout cela ont quand même des grosses casseroles au derrière, bien qu'ils aient beaucoup de chance et qu'ils aient, comme dirait Coluche encore, pardon de le citer, le cul bordé de nouilles. Hein, c'est une expression qui veut dire qu'ils ont beaucoup de chance, okay, ils sont vernis. Et alors que tout cela puisse dégager comme la croqueuse de diamant, l'arachide élastique, elle puisse aussi dégager. Imaginez franchement mettre une sous-cultivée à la culture, c'est quand même injurier. Malraux, André Malraux, qui est à l'origine quand même, qui est à l'origine des maisons de la culture en France et qui fut certainement un des hommes les plus importants, non pas uniquement de la résistance française, mais aussi du talent oratoire, du talent tout court et de la densité humaine qu'avait André Malraux. Voir une Dati arriver après ça, on se dit là, au secours, il y a un problème quelque part. Alors continuons aussi dans cette veine-là, chers amis, je voudrais dire un mot sur Doha, ce pays qui se croyait à l'ombre. Alors ce mec-là a fait rentrer la pire des crapules chez lui, des soldats assassins qui avaient détruit le pays frère à côté, l'Irak, qui avait servi donc de corridor de la mort pour que les soldats américains puissent taper sur l'Irak. Et bien le voilà maintenant trahi par son soi-disant protecteur. Mais dites-moi, chers amis, depuis quand un proxénète protège sa gagneuse? Il la protège quand il a intérêt, quand il n'a pas intérêt, il la rejette sur le trottoir et elle s'est faite humiliée et tabassée sans aucune capacité de répondre, les pauvres habitants du Qatar. C'est bien ça, traité comme vraiment une vulgaire gagneuse, pardon de le dire comme ça. J'ai rien contre les Qataris ni cette humiliation, mais bon, ils l'ont quand même cherché. Vous savez, quand on mange avec le diable, paraît-il, il faut avoir une cuillère très très longue. Et on n'est pas obligé de manger avec le diable. L'Arabie Saoudite, je ne vais rien en dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui la respectent par rapport au lieu de culte. J'en dirai rien, mais j'en penserai pas moins. Très franchement, ce 5e pilier, il faudrait y revenir, il faudrait le relire, et Dieu merci, n'est pas obligatoire, parce qu'une religion comme une table, ça tient sur 4 pieds. Le 5e est superfétatoire, il est pas indispensable pour que ça tienne. Et quand on relit bien ce verset-là, on se dit, on n'est pas forcément obligé, voilà, surtout dans le contexte actuel, quand on voit le jeu scélérat de l'Arabie Saoudite et de Ben Salman dans ce jeu-là. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire, chers amis, je ne voulais pas être très très long. J'aimerais conclure
pour ceux qui continuent à vomir sur l'Algérie, ça et là, bon, on n'a pas besoin que les autres viennent vomir, puisqu'on a les nôtres hein, qui le font bien, à condition d'être grassement payés, d'être des Christine Kelly, d'être des Léa Salamé ou des Marine Le Pen ou des Bardala de chez nous, algériens, qui font ce sale boulot pour tous ces fachos et autres lobbyistes qui ne manqueront pas donc de venir cracher sur quelle que soit la décision prise par Tebboune ou autre, quelle que soit la décision, ils trouveront toujours à faire leur sale boulot de béia de vendu et donc de tarifé. J'aimerais conclure en parlant d'un martyr, puisque j'aime conclure ces vidéos avec un nom de martyr. J'ai envie de parler du regretté Mohamed Benani, qui était originaire de Ras El Oued, du côté de Borarij, donc en Algérie, et qui très très tôt perd son père et qui a dans sa nature un goût de lutter contre l'injustice. Il perd son père, il vit avec sa maman, et sa maman l'envoie à Alger, près de son frère Abdelrahman, qui l'envoie à l'école. C'est un élève brillant, mais qui a aussi le goût de reconnaître l'identité algérienne, enfin son pays. Il sent que dans cette colonialisme, cette mainmise de l'Algérie, il n'est pas très heureux. Il grandit, il va ensuite, c'est un gars brillant, hein, Mohamed Benani. Il va à Constantine, il va étudier, il va donner des cours à l'université, à la madrasa de Ben Badis. Il va être prof de français. Et en 1945, eh bien, il est appelé par la France pour le service militaire et Benani se retrouve où ça au Vietnam. Et très très vite, il sent qu'il est manipulé, il sent que les Vietnamiens ne sont pas ses ennemis, comme le dira plus tard d'ailleurs Mohamed Ali, lorsqu'on va lui demander de faire la guerre au Vietnam, il va dire, mais écoutez, le Vietnamien ne m'ont rien fait, ça fait 400 ans que nous sommes sous la tutelle et sous la direction raciste d'un pays qui s'appelle l'Amérique et non pas le Vietnam. Donc je n'irai pas faire la guerre au Vietnam. C'est un peu dans cette façon de réfléchir qu'a Mohamed Benani. Et il comprend vite que les Vietnamiens, eh bien c'est comme les Algériens, ils sont victimes finalement d'une oppression, d'une guerre immorale. Et il se range du côté des Vietnamiens. Il fait la guerre avec le Vietnam. Il sera arrêté plus tard par la France, par les soldats français. Il fera 2 ans de prison à Kenitra au Maroc. Mais très très vite, il est libéré. Mais son goût de la justice et de lutter pour son propre pays revient. Et dès 1954, il participe, le 1er novembre 1954, effectivement, à la guerre de libération. Et il va se battre du côté de Guelma, aux côtés de Badji Mortal, qui était un peu le chef du canton là-bas, auprès de Massoud, j'ai oublié son prénom, Massoud Trabelsi. Il va se battre comme un lion pour faire tout ce qu'il peut. Il va voyager entre la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Maroc pour ramener des armes, etc. Et il sera ensuite arrêté, encerclé, du côté de la ferme à Guelma d'Ali Belchouef, je crois. Il va se battre puisqu'il est encerclé par l'armée française. Il y aura avec eux une jeune résistante qui a grandi à Guelma et qui écoutait dans la maison lorsque les martyrs, les résistants se retrouvaient. Elle s'appelle Shaib Zahir. Elle est petite. Elle rentre dans le combat très très jeune, elle a 18 ans, elle se retrouve aux côtés de ces hommes lorsqu'ils sont encerclés, et elle va mourir elle aussi les armes à la main. Voilà, je voulais répondre, c'est ma façon de répondre à tous ces vendus qui crachent aujourd'hui sur leur pays d'origine, chers amis. Voilà, mille merci à vous, et puis partagez si vous voulez bien, et merci pour les commentaires aussi, et n'oubliez pas les pouces, merci, à très bientôt.